On s'est déjà tous posé la question. Comment un modèle d'IA surpuissant, capable de reconnaître un chat sur une photo, peut se retrouver complètement perdu si on retourne juste l'image? C'est quand même dingue, non? Eh bien, cette fragilité, c'est l'un des plus gros casse-têtes en intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir comment une idée mathématique qui date de 150 ans nous donne une solution d'une élégance folle, en apprenant aux machines un principe de base, l'invariance. C'est vraiment la clé pour construire des IA qui arrêtent de juste mémoriser bêtement et commencent enfin à comprendre les concepts. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par ce problème très concret et un peu frustrant de l'IA d'aujourd'hui. Ensuite, on va faire un petit saut dans le temps, direction l'histoire des maths pour déterrer un principe fondateur. Après ça, on revient à notre époque pour voir comment cette idée est au cœur de nos modèles les plus performants, avant de regarder un peu ses limites et ce qui nous attend. Allez, on y va. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Les modèles d'IA qu'on a aujourd'hui, ils sont capables de faire des choses qui relevaient de la pure science-fiction il y a à peine quelques années. Mais derrière cette image de compétence se cache un truc assez paradoxal, une fragilité vraiment surprenante. Ils peuvent être complètement déstabilisés par des changements minuscules, des trucs qui pour nous humains ne changent absolument rien au sens de ce qu'on regarde. C'est la question qui obsède pas mal de chercheurs. Imaginez, un modèle qui a 99,9% de bonnes réponses sur ses données test, il suffit de bouger l'objet de quelques pixels, de le faire pivoter un tout petit peu, et là, patatras, sa confiance s'écroule. Mais pourquoi? Tout simplement parce que bien souvent, le modèle n'a pas vraiment appris le concept de voiture. Non, il a juste appris par cœur une collection de motifs de pixels qui ressemblent à une voiture dans une position bien précise. Et là, l'image parle d'elle-même. C'est l'exemple parfait. À gauche, tout va bien. Le modèle est sûr de lui, c'est une voiture. Mais regardez à droite, une simple petite rotation et le voilà persuadé de voir une lampe. Une lampe! Pour un humain, c'est évident que c'est la même voiture, le même concept. Mais pour le modèle, c'est comme s'il découvrait un monde totalement différent. C'est ce manque de robustesse, ce manque de bon sens, qu'il faut absolument réussir à corriger. Et pour trouver la solution, on va pas aller chercher dans le dernier article de recherche à la mode. Non, cette fois, on va faire un bond de géant en arrière, 150 ans pour être précis. Parce que l'idée la plus profonde pour régler ce problème, elle ne vient pas de l'informatique, mais d'une façon complètement nouvelle de penser la géométrie. On se téléporte en 1872. Un mathématicien, Felix Klein, est tout juste nommé professeur à l'université d'Erlangen, en Allemagne. Pour son discours d'arrivée, il présente une vision totalement révolutionnaire qui va devenir célèbre sous le nom de programme d'Erlangen. Et ce programme, il va tout simplement changer notre vision de la géométrie à tout jamais. Voilà l'idée de génie de Klein. Elle est simple, mais incroyablement puissante. Il dit en gros, et si la géométrie ce n'était pas l'étude des formes, mais plutôt l'étude de ce qui ne change pas, ce qu'il appelle les invariants. Quand on fait subir des transformations à ces formes, par exemple, la géométrie de base, celle de l'école, c'est l'étude des propriétés comme les distances ou les angles, qui ne changent pas quand on déplace ou qu'on fait tourner un objet. Et cette idée, elle a fait un sacré voyage. Elle s'est échappée des maths pures pour atterrir en physique, avec le fameux théorème d'Héminothère, qui a montré que chaque symétrie dans la nature cache une loi de conservation. Et des décennies plus tard, elle a inspiré les pionniers de l'IA, pour finalement devenir aujourd'hui la base de tout un domaine de recherche qu'on appelle l'apprentissage profond géométrique. Ok, maintenant qu'on a la philosophie générale, voyons comment on applique ça concrètement dans nos modèles d'IA. Et ça nous amène à deux concepts jumeaux qu'on confond souvent, mais qui sont super importants, l'invariance et l'équivariance. La différence est subtile, mais elle change tout. L'invariance, c'est la stabilité totale. On bouge l'objet, la réponse reste exactement la même. L'équivariance, c'est plus une sorte de danse synchronisée. On bouge l'objet et la réponse du modèle bouge avec lui de la même manière. L'invariance, c'est souvent ce qu'on cherche à obtenir à la fin, pour une tâche de classification par exemple. La formule peut avoir l'air compliquée, mais elle dit juste un truc tout bête. Le résultat du modèle sur l'image transformée est le même que sur l'image de base. Peu importe où est le chat sur la photo, la réponse doit toujours être « chat ». C'est tout. L'équivariance, elle, est un peu plus fine, mais elle est essentielle au bon fonctionnement. Regardez la formule. Cette fois, la transformation G s'applique à la fois sur l'image d'entrée et sur le résultat final. Prenons un exemple. La segmentation d'image, où le but est de délimiter la forme d'un objet. Si on tourne l'image de 90 degrés, on s'attend à ce que le contour dessiné par le modèle tourne aussi de 90 degrés. La sortie suit le mouvement de l'entrée. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. À l'intérieur des couches d'un réseau de neurones, on veut surtout de l'équivariance. On ne veut pas de l'invariance trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de garder l'information sur la structure, sur la position des choses. Ça permet au réseau de raisonner sur les relations entre les différentes parties d'un objet et pas juste de savoir si elles sont là ou pas. Passons à la pratique. Où est-ce qu'on voit ces principes en action?
Eh bien, dans une des plus grandes stars de l'IA, les réseaux de neurones convolutifs, les fameux CNN, qui ont littéralement révolutionné la vision par ordinateur. Ce qui est fascinant avec les CNN, c'est que leur efficacité n'a rien de magique. Leur secret, c'est que leur architecture même intègre une règle fondamentale du monde, le fait qu'un objet reste le même objet, peu importe où il se trouve dans notre champ de vision. Cette connaissance de base, c'est l'équivariance à la translation et elle est directement intégrée dans leur fonctionnement. Concrètement, comment ça marche? Imaginez un petit détecteur qui a appris à reconnaître un motif, par exemple un œil. C'est ce qu'on appelle un filtre de convolution. Comme ce même détecteur est appliqué partout sur l'image, il va trouver cet œil, qu'il soit en haut, en bas, à gauche ou à droite. Et si l'objet bouge, la carte qui nous dit «j'ai trouvé le motif ici» va bouger exactement de la même façon. La structure spatiale est parfaitement conservée d'une couche à l'autre. Cette citation de recherche, elle est super éclairante. Elle nous dit que la convolution, ce n'est pas juste une astuce qui marche bien par hasard. Non, c'est l'implémentation mathématique de l'équivariance pour les déplacements. Et ça ouvre une porte immense. Si la convolution gère les déplacements, on doit pouvoir inventer de nouvelles convolutions pour gérer d'autres transformations, comme les rotations par exemple. Donc construire des modèles qui respectent dès le départ les symétries du monde, c'est une approche qui s'avère extrêmement puissante. Mais comme toute bonne idée, ce n'est pas une solution miracle et elle a aussi ses propres limites. Les avantages sont vraiment spectaculaires. En intégrant la connaissance d'une symétrie, on aide énormément le modèle. Il n'a plus besoin de redécouvrir avec des milliers d'exemples qu'un objet tourné est toujours le même objet. Il le sait déjà. Du coup, il apprend plus vite, avec moins de données, il se trompe moins sur des exemples qu'il n'a jamais vus. Ça a permis des avancées de dingue en chimie, par exemple, pour prédire les propriétés des molécules. C'est la grande question qui agite la recherche en ce moment. On a ce principe super puissant, mais est-ce qu'il est suffisant ? L'intelligence, ce n'est pas juste reconnaître des choses. C'est aussi comprendre les liens de cause à effet, deviner les mécanismes cachés qui font fonctionner un système. Et là, les choses se compliquent un peu. Et voilà le cœur du nouveau problème. Quand on observe le monde, on ne voit que les conséquences, rarement les causes profondes. Le principe d'invariance, tout seul, ne donne pas assez d'indices au modèle pour qu'il puisse remonter à la bonne structure de cause à effet qui se cache derrière ce qu'il observe. Ce schéma l'illustre parfaitement. Le modèle observe des données X et un résultat Y. Mais les vraies causes, qu'on appelle Z, sont cachées. Elles sont latentes. Imaginez que le modèle observe une toux, X, et de la fièvre, Y. La vraie cause, le virus, Z, il ne la voit pas. Le problème, c'est qu'il pourrait y avoir plein de causes cachées différentes qui expliqueraient le lien entre la toux et la fièvre. L'invariance seule ne permet pas de choisir la bonne. Bon, il est temps de faire le bilan de cette exploration, un peu à la croisée des chemins entre la géométrie, la physique et l'intelligence artificielle. Alors, si on résume, on est parti d'un problème, la fragilité des IA. On a trouvé une solution super élégante avec l'idée d'invariance de Felix Klein. On a vu que sa cousine, l'équivariance, est en fait le moteur secret des CNN. Et finalement, on a vu que même cette idée géniale ne suffit pas pour tout résoudre, surtout quand on s'attaque aux gros morceaux de la causalité. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse. La quête d'une IA vraiment générale, c'est peut-être moins une course à la puissance de calcul qu'une recherche des bons principes, des bonnes symétries de notre univers à intégrer dans nos modèles. La géométrie nous a donné la première clé, mais quelles seront les prochaines ? La recherche ne fait que commencer.